Espace TV, le 22h. De ce journal, lancement ce mercredi des activités du cadre permanent du dialogue politique et social autour de la table, les ministères des Travaux publics et des Transports ainsi que la gendarmerie et la police. Une rencontre qui s'est soldée par un terrain d'entente. Le chemin de fer reliant Dapilon à Bouquet à Santou dans Télémilé a été inauguré ce mercredi par le chef de l'État. Long de 125 km, la réalisation de cette infrastructure est une action du consortium SMB qui vise à redynamiser sa production de bauxite. Le viol, un fléau qui prend une proportion très inquiétante dans la préfecture de Mamou au regard du nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année. Certains acteurs sociaux de la ville Carrefour proposent des pistes de solutions. C'est le sujet de notre grand angle de ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi du cadre permanent du dialogue politique et social. Pour cette journée, ce sont les transporteurs qui ont été reçus. Ils ont échangé avec les ministères des Travaux publics, des Transports, la gendarmerie et la police. Des solutions ont été envisagées, notamment la collaboration avec le syndicat des transporteurs et la police pour éviter les tracasseries policières, mais aussi la mise en place d'un numéro vert, le 111, en rase campagne. Alcéni Barry, Alcéni Camara ont assisté à cette séance. Voici leur compte rendu. Dès sa prise de parole, le secrétaire permanent du cadre de dialogue rassure que ce dialogue est inclusif et thématique, raison pour laquelle, pour cette première séance, ce sont les transporteurs accompagnés de la gendarmerie et de la police, le ministère des Travaux publics, celui des Transports et de la Défense qui ont été reçus. On a sollicité la réglementation des transports en République de Guinée et les Guinéens, quel est leur avoir dans le secteur des transports et quel est l'appui du gouvernement pour améliorer dans le secteur du transport, comment on va avoir de crédit automobile pour le secteur de transport, c'est que les transporteurs. À ces revendications s'ajoutent les tracasseries policières et les barrages clandestins ou non réglementaires érigés ça et là. Pour cette dernière, le directeur général de la police indique qu'il n'existe que 4 barrages dans le cadre sanitaire. Il s'agit du barrage de Yorokogia, de Koya, de Kuntia et de Keitaya. Ces barrages sont des barrages de contrôle sanitaire, pas pour demander des pièces d'identité ou les documents de véhicule. Nous avons demandé aux syndicalistes à chaque barrage de désigner 2 syndicats qui restent à côté des policiers pour essayer vraiment qu'eux-mêmes ils contrôlent, qu'on travaille ensemble pour éviter les arnaques. J'ai dit maintes fois, tout policier qui n'a pas de barge numérotée ne donnez pas vos papiers. Tout élément de la CMS qui demande les documents à un usager ne donnez pas. Mais jusqu'à présent, les gens continuent à se plaindre. Donc nous souhaitons à ce que les syndicalistes désormais travaillent avec les policiers. Et c'est ce qui va être organisé les jours à venir. En ce qui concerne la sécurité des personnes et leurs biens en rase campagne, le haut commandant de la gendarmerie rassure que le numéro vert 111 est disponible. Il y a aussi la gendarmerie routière qui est déployée partout à l'intérieur du pays. En compensation de ces barrages, il va y avoir des équipes mobiles qui vont naturellement prévenir les accidents et les abus sur la route, sans compter toute la stratégie opérationnelle que je ne dévoile pas ici sur les coupeurs de route. Aujourd'hui, les stratégies ont changé. Vous verrez dans les 48 heures ceux-là qu'on va mettre devant vous en tant que presse pour identifier clairement les bandes qui oscillent entre Kindia, Mamou, Labé, Kouroussa et Farana. Le secrétaire permanent du cadre de dialogue salue cette journée de travail et rassure. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini avec eux, parce qu'ils ont posé des problèmes qui ne peuvent pas être résolus ici. Mais nous allons continuer encore à nous concerter. El Adjfo de Bangoura indique que cette rencontre n'est que la première. Les jours à venir, les discussions devront se poursuivre avec d'autres acteurs politiques et de la société civile. Sur le même sujet, des premières actions pour la tenue d'un cadre de dialogue juste et impartial. Mais quels sont les principaux acteurs de ce cadre du dialogue? Quelle doit être la nature des sujets à aborder pour mieux s'accorder sur les éléments devant aboutir à la satisfaction des structures concernées? Et quelle doit être la posture du nouveau secrétaire permanent? La réponse à toutes ces questions, c'est avec quelques acteurs de la société civile dans ce reportage signé Ali Badra Kamara, Mohamed Alusini Kamara.
Comment décrisper l'atmosphère sociopolitique en Guinée? La question est aujourd'hui au centre des préoccupations du nouveau secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social dans le pays. Pour les acteurs de la société civile, ce cadre de dialogue doit en principe prendre en compte certains préalables liés à la préoccupation primordiale des acteurs politiques de l'opposition. Il s'agit entre autres de la libération des détenus politiques, le déconfinement de quelques opposants, mais aussi la réouverture des différents sièges des formations politiques de l'opposition. Et à mon avis, ce dialogue doit prendre en priorité la préoccupation majeure des acteurs politiques de l'opposition. Aujourd'hui, leur priorité, tout d'abord, c'est la libération des détenus politiques. Et cela est une priorité de la part des acteurs politiques de l'opposition, mais également discuter ensemble comment aplanir les divergences. Selon ces acteurs de la société civile, les hommes politiques de l'opposition devaient être privilégiés et consultés en premier pour que ce cadre de dialogue puisse être accessible à toutes les parties prenantes. L'opposition, on a toujours conseillé l'opposition, lorsque les conditions favorables d'un dialogue inclusif et participatif sont réunies, lorsque la volonté se manifeste par des actions concrètes et un agenda clair, l'opposition doit tout faire pour éviter toute abstention vis-à-vis de ce dialogue. Mais une fois encore, il revient au secrétaire permanent de montrer une lisibilité par rapport à sa démarche. Ce n'est pas une démarche routinière. Il faut qu'il y ait la particularité de ce dialogue-là par rapport au dialogue antérieur. Pour réussir le pari, le président de la coalition des organisations de la société civile pense que le secrétaire permanent du cadre de dialogue politique et social doit être serein dans sa mission. Le président de la République, tout ce qu'il peut recommander à ce secrétaire permanent, c'est de faire en sorte que toutes les tendances, que tous les Guinéens soient consultés. C'est de recommander à ce secrétaire permanent d'être impartial, et d'être juste et de mobiliser tous les Guinéens autour de ce programme. Dans leur ensemble, ils s'accordent tous sur la nécessité de la mise en place d'un comité de suivi des différents points assortis du dialogue, une manière d'éviter la frustration de certains acteurs du dialogue. Jusqu'à ce mardi, il était membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, principale formation de l'opposition. C'est désormais officiel. L'ancien directeur de la cellule de communication du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo tourne la page politique. Souleymane Tianguelba l'a annoncé ce mercredi chez nos confrères de FIM FM. Cette déclaration intervient quelques jours seulement après son retour d'exil en France. Mariama Fodé Camara commente cette actualité. Accusé dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDG, Souleymane Tianguelba a clandestinement quitté le pays pour rejoindre l'Hexagone. En France, le désormais ancien directeur de la communication de l'UFDG a passé 5 ans d'exil puisque condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité dans cette affaire qui date du 5 février 2016. Quelques mois après, l'État guinéen avait déclaré à Abuja qu'il n'est pas concerné par cette affaire. Malgré tout, Tianguel continuera son exil en France. Il a fallu donc l'intervention du président qui a ordonné qu'un retour sécurisé lui soit rassuré. Dans son intervention dans les Grandes Gueules, Tianguel affirmait, je cite, « Je suis resté 5 années en dehors de la Guinée sans ma famille en abandonnant l'ensemble de mes activités dans tous les secteurs dans lesquels vous me connaissez. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir comment rattraper ce temps perdu. » Fin de citation. Au lendemain donc de cette sortie des Grandes Gueules, Souleymane Tianguel annonce son retrait définitif de la politique pour se consacrer à ses activités de communication et de la culture. Dans une émission ce matin, l'ancien membre de l'UFDG précise en ces termes. Ma position aujourd'hui, au point où j'en suis, la page politique est définitivement tournée chez moi. À partir d'aujourd'hui, c'est fini, je tourne la page politique. Je ne dis pas que je tourne la page UFDG. Cet exil m'a permis de savoir qu'il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient. Je ne me suis pas rendu compte. Il y a eu des soutiens au-delà des clivages politiques et ethniques. Je pense donc que je dois arrêter la politique. Je sais que certaines personnes diront qu'ils n'auraient pas dû. Mais en même temps,
D'autres pourraient être contents parce que depuis des années, on me demande de sortir de ce monde et de me consacrer à ce travail de la communication et de la culture. Aujourd'hui, c'est ce à quoi j'aspire. Fin de citation. La Guinée, depuis 2012, s'est engagée dans une dynamique de réforme dans les finances publiques. Il s'agit des réformes les plus essentielles pour le bon fonctionnement de l'État, ce qui va en droite ligne pour l'évolution de l'administration. Alors, des cadres du secteur économique ont pu renforcer leurs capacités durant un an. Ce mercredi, qui correspond donc à la fin de leurs études, a réuni à Conakry les responsables des ministères économiques. N'est-ce pas, Djibril Ba, Thierno Sadoba? Pour répondre aux préoccupations du développement économique, la compétence du capital humain est un passage obligé. L'État guinéen, durant de nombreuses années, est confronté à un déficit du capital humain dans divers secteurs. Celui économique est plus illustratif. Toutefois, la volonté du chef de l'État a été rendue effective grâce au renforcement des capacités des cadres dans différents services économiques. Il faut la connaissance théorique, puisque ce qui constitue les réformes qui sont engagées, c'est la suite logique de ces réformes-là. Il y a des réformes dans tous les secteurs aujourd'hui financiers de la République de Guinée. Donc nous sommes au centre et nous avons suivi des formations théoriques dans ce sens pour aller renforcer et concrétiser les actions théoriques qui sont déjà entamées par le gouvernement guinéen. Cette actualisation du cadre organique et des bilans des compétences est encore une nécessité, explique le secrétaire général du ministère du Plan, une logique qu'apprécie aussi Ismaël Dioubati. Les éléments qui sont définis dans la formation, les modules, concourent aussi à fortifier les bases des plans que nous concevons. Nous accueillons avec fierté et espoir cette première cohorte de jeunes cadres dynamiques, désormais dotés des compétences nécessaires pour exercer avec professionnalisme les nouveaux métiers de la chaîne des finances publiques. Analyser profondément les données économiques à l'ère de la révolution technologique ne sont pas l'apanage de tout le monde. Pour réussir ces réformes économiques, l'État guinéen a fait appel à des expertises. Les ressources sont limitées, donc si on dépense efficacement, on peut atteindre plus de résultats. Donc c'est juste une étape. Le Burkina Faso s'illustre dans le cadre du renforcement des capacités des cadres sur la chaîne des finances publiques. Il y a près de 10 ans, la Guinée s'en inspire. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, la cérémonie inaugurale du chemin de fer de Dapilon s'est d'Ambouké jusqu'à Santou dans la préfecture de Télébila a eu lieu ce mercredi. C'est une action du consortium SMB qui vise à redynamiser sa production de bauxite. Sur une longueur de 125 km, ce train de 120 wagons avec une quantité de 80 tonnes par wagon, soit 9600 tonnes, est désormais le poumon de la production du consortium. En présence des cadres du ministère des Mines, le chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle de cette ligne de chemin de fer. Reportage Mamadou Pete Diallo, Essatou Kesso Diallo et Saleh Foulifou Sissé. C'est une voie ferrée qui comprend 21 ponts, 2 tunnels, 128 ponceaux et 6 stations, le tout pour un financement de 700 millions de dollars américains. Ce chemin de fer traverse les régions de Boké et de Kindia. Lors de cette cérémonie inaugurale, plusieurs personnalités de Boké étaient présentes. Parmi elles figure le gouverneur de la région. L'inauguration de la ligne de chemin de fer qui relie le terminal portuaire de Dapilon, préfecture de Boké, est l'une des suites logiques d'un processus qui a commencé le 15 janvier 2015, quand vous avez eu, Monsieur le Président de la République, à solenniser la pose de la première pierre de ce consortium SMB Winning. La région de Boké connaît à date la présence de plusieurs sociétés minières dont l'exploitation de la bauxite est une des priorités. C'est d'ailleurs ce qui a permis à la Guinée d'attirer des investisseurs miniers et de devenir la deuxième exportatrice de ce minerai à l'échelle mondiale. Je constate avec bonheur que la Guinée est devenue une destination prisée des investisseurs internationaux et que notre immense potentiel qui était dormant se valorise mieux à un rythme soutenu qui impacte fortement la croissance économique et les conditions de vie des populations. Déjà avec les acteurs du consortium, l'espoir se fait sentir car on note la prise en compte des éléments permettant à donner plus de force aux activités. Avec la mise en service du
chemin de fer, le consortium établira une chaîne. Nous viserons également à accélérer le développement des infrastructures et des communautés environnantes par le bien de la chaîne de production. Pour le ministre des Mines, le projet du consortium répond aux ambitions du chef de l'État qui veut faire du secteur minier gage de développement économique et agricole. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce projet intégré répond à votre ambition d'une pleine utilisation des opportunités du secteur minier, notamment celles offertes par les infrastructures, pour en faire un catalyseur pour le développement des autres secteurs de l'économie, notamment de l'agriculture et de l'agro-industrie. Félicitant la société SMB d'avoir réalisé ce chemin de fer dans un laps de temps, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets axés sur la politique, l'économie, la justice et l'agriculture. Je suis venu ici le 29 mars 2019 pour poser la première pierre. Et nous sommes très fiers que la société Winning ait pu finir les travaux avant la date de 3 ans. Ils ont fait en 2 mois, en 2 ans, 3 mois, je demande de féliciter pour cela. Il n'est plus question que l'argent du pays soit détourné par quelques cadres à leur profit seulement et de leur famille. Quand cet argent rentre dans les caisses de l'État, ça permet à l'État de développer le pays. D'autres actions sont annoncées par le consortium, notamment la réalisation d'une raffinerie de transformation de la bauxite. Ouverture à ce mercredi à Conakry d'un atelier de formation sur le droit au développement. Plusieurs cadres des départements ministériels et des organisations de la société civile prennent part à cette rencontre. L'initiative est du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Rosaline Gauthier-Monemou, Aliouba. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en pratique des différentes recommandations des conventions signées par le chef de l'État sur les droits humains et au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté d'initier les actions de renforcement de capacité des cadres. Ils sont venus des différents départements ministériels et la société civile autour des droits au développement. Notre engagement sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé, a positionné la Guinée en tête de peloton pour la réalisation des droits au développement en Afrique. Cet engagement a été pris et nous tenons d'abord à mettre en place une expertise nationale à travers la formation des cadres de tous les départements ministériels afin qu'ils soient outillés sur le droit au développement. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accompagne le gouvernement guinéen dans sa politique de renforcement des capacités sur le droit humain. Notre rôle en Guinée, c'est d'aider à renforcer les capacités des différents acteurs, le gouvernement, la société civile, le secteur privé, pour réaliser les obligations et les engagements en matière de droits de l'homme. C'est aussi de faire de l'observation pour voir ce qui ne va pas et proposer des recommandations pour que la réalité des droits de l'homme soit pour toutes et pour tous en Guinée. Cet atelier permet au démembrement de l'État de s'approprier aux droits économiques et socioculturels. Les participants saluent l'initiative. Pour moi, ce n'est pas une formation en soi, c'est plutôt un atelier de partage d'informations, d'expériences. Je pense que déjà l'atelier va nous permettre à chacun d'autre de s'informer davantage sur les actions des uns et des autres, mais aussi ça peut nous permettre aussi de renforcer nos actions sur le terrain dans le cadre de la promotion de la citoyenneté, mais aussi des droits de l'homme de manière générale. Démarré ce mercredi, l'atelier prend fin jeudi. Le contrôleur général Aboubakar Fabou Kamara et le commandant Sékou Ly étaient devant le TPI de Kaloum ce mercredi. Ces deux officiers sont poursuivis pour injure publique et atteinte aux libertés individuelles à l'encontre de maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée. L'audience d'aujourd'hui était consacrée à la fixation du montant de la caution. Tiene Bemba Koulibaly, Lamine Silaï était pour nous suivre. Tout est parti quand maître Pépé Antoine Lama s'est rendu le lundi 7 juin à la rencontre d'un de ses clients à la direction centrale de la police judiciaire où celui-ci était détenu.
Et sur instruction du contrôleur général Aboubakar Fabou Kamara, l'avocat a été détenu dans ses locaux sans motif valable alors qu'il s'apprêtait à se rendre à la Cour suprême pour une audience, a-t-il expliqué dans les médias. Il a fallu moult tractations pour qu'il recouvre sa liberté. Toujours est-il que le traitement subi révolte Maître Béavogi. Nous sommes décidés à faire triompher le droit et l'état de droit. De l'autre côté, il faut se réjouir effectivement de la comparution des prévenus, le contrôleur général M. Aboubakar Fabou Kamara ainsi que le commandant Sekouli, qui se sont comportés vraiment républicains. Selon l'avocat, ces faits jugés attentatoires à la liberté sont prévus et punis par les articles 1er, 21, 27 de la loi sur la profession d'avocat, 363, 643 et suivant du code pénal. Les mises en cause se montrent conscients de l'existence de ces dispositions à travers leur présence devant cette juridiction pour se défendre. Une présence qui ne laisse pas sans réagir la partie civile. Effectivement, les mis en cause ont comparu ce matin à la barre du tribunal. Les deux ont comparu. Nous aussi, nous étions là. 3 millions de francs guinéens, c'est le montant de la caution fixée par le tribunal pour tenir ce procès qui devrait se poursuivre le 23 juin prochain. D'ores et déjà, Maître Salifou Béavogi mesure la teneur des débats qui s'annoncent. Pour l'union et la solidarité, pour la défense des principes qui régissent notre profession. Donc si on peut attraper aussi facilement que possible un avocat dans l'exercice de sa profession, je ne sais pas que va devenir le concitoyen. Nous nous battons pour le respect des principes démocratiques, pour le respect des règles de droit. Le contrôleur général n'est pas à sa première d'être cité à comparaître dans une juridiction. Le tribunal de première instance de Dixine avait décerné un mandat d'amener contre l'officier pour avoir refusé de répondre présent dans une affaire qui l'opposait à Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, tous membres du FNDC. Nous restons toujours au TPI de Kaloum qui vient de décerner un mandat contre Eli Kamano, le président du PGSD. Eli Kamano est poursuivi par l'ex-président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Kamara Supervé, pour injure et diffamation par le biais d'un système informatique. Interrogé, son avocat, maître Salifou Béavogi, parle de 2 poids 2 mesures. La défense compte attaquer après concertation avec le prévenu, propos recueillis par Jenab Bangora et Lamine Silla. Le tribunal vient de décerner un mandat d'arrêt contre lui pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas dans la salle pour raison de santé. Nous avons voulu expliquer cela au tribunal, mais nous pensons que le terrain était déjà préparé pour ça, il faut le reconnaître. Les faibles sans voix sont toujours pourchassés, intimidés. Dans cette affaire, toutes les parties ont porté plainte. M. Eli Kamano, à son tour, a porté plainte contre M. Salifou Kamara Supervé pour atteinte à la vie privée. Cette plainte est à la DPJ depuis bientôt 1 mois. Nous avons écrit à M. le procureur de la République d'intervenir pour que cette plainte soit instruite et transmise au tribunal pour que les 2 parties comparaissent devant le tribunal. Impossible. Il y a le 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, on s'acharne contre Eli dans la plainte de M. Supervé contre lui. Et on piétine, on abandonne, on refuse de poursuivre la plainte de M. Eli Kamano contre M. Supervé pour atteinte à la liberté, à l'image. Nous prenons acte de cette décision, nous prenons acte de ce mandat qui vient d'être décerné et nous en tirerons toutes les conséquences de droit. Est-il que mon client ne se laissera pas faire, nous allons continuer à nous battre. Autre sujet dans l'actualité, la décision du gouvernement interdisant la coupe et le transport du bois en Guinée fait déjà ses effets sur le marché. Les menuisiers aussi se font entendre. Ces hommes de métier ayant pour matière première le bois se plaignent de la rareté et du coût élevé de ce matériel sur le marché. Ils invitent donc le gouvernement à revoir sa décision. André Mossé Milmono, Ibrahima Souri Kamara. L'interdiction de la coupe du bois par les autorités a eu une répercussion dans les ateliers de menuiserie. Nabi Conté et ses apprentis sont inquiets. Depuis que cette décision est tombée, le coût du bois est devenu très élevé selon ce maître menuisier. Il estime d'ailleurs que le bois local est revendu hors du pays.
Le bois est devenu très cher sur le marché. La planche se négocie entre 70 000 et 80 000 francs guinéens. Ils préfèrent aller vendre le bois ailleurs, pendant que nous autres, nous souffrons ici. Avec une vingtaine d'apprentis, son atelier attire assez de monde à cause de la qualité de ses meubles. Pour lui, cette crise peut entraîner une diminution de la production au niveau des menuiseries. Il pense qu'il vaut mieux encourager la fabrication locale que d'utiliser les meubles importés. Les meubles que nous fabriquons ici sont plus garantis que ceux qu'ils importent. C'est des contreplaqués qu'on nous envoie ici, tandis que nos fabrications locales peuvent résister pendant très longtemps. Cet acteur de la filière bois plaide pour un allègement de la décision d'interdiction. Demandons à l'État de nous venir en aide. Le président est élu pour ça. Nous, les menuisiers, souffrons énormément. Cette décision est intervenue suite au démantèlement d'un réseau clandestin de coupe abusive et d'exploitation de bois dans les préfectures de Mamou et Farana. Elle est entrée en vigueur ce lundi 14 juin 2021. Nabi Conté continue d'espérer que la décision sera soit allégée ou annulée. À l'occasion du mois de l'enfant en cours de célébration, l'ONG Saint-Egidio poursuit la mise en œuvre de son projet dénommé Droit au nom. L'initiative vise à enregistrer les enfants afin qu'ils possèdent leur extrait de naissance et être reconnus par leur patrie. Ce public reportage est signé Justin Leno, Lamine Silla. Sous le monument de la célèbre figure emblématique de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, les enfants sont venus observer une minute de silence en leur mémoire. À l'occasion du mois de juin qui leur est dédié, l'ONG Saint-Egidio les a regroupés pour leur rendre hommage avec son projet Droit au nom. L'objectif du projet Droit au nom, c'est augmenter le taux d'enregistrement des mineurs à l'enregistrement des naissances. Le choix de cet espace qui abrite ce monument a une cause. Le 26 juin 1970, sous le régime de l'apartheid, une manifestation des jeunes écoliers noirs réclamant le droit à l'école à Soweto, en Afrique du Sud, de Nelson Mandela, a occasionné la mort des milliers d'entre eux. Venir ici, c'est pour se souvenir de ces tout petits innocents tués à la fleur de l'âge, mais aussi se battre désormais pour leur cause à travers la lecture. Et nous, au niveau des éditions L'Armatan, nous accompagnons vraiment tout ce qui est qualité, plus tout ce qui est éducation, parce que le livre est symbole de l'éducation. Le projet Droit au nom de l'ONG Saint-Egidio est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement qui s'attend à de meilleurs résultats durables au sujet des enfants. Nous trouvons que c'est très important parce qu'il y a un engagement de l'État guinéen. Mais de notre part, on accompagne, on finance, mais l'actuation, c'est aux autorités guinéennes. Aujourd'hui, des milliers d'enfants l'ont bénéficié dans les régions de l'Abbé et de Conakry. À présent, la rubrique Notre angle, le viol, un fléau qui prend une proportion très inquiétante dans la préfecture de Mamou. Au regard du nombre de cas enregistrés depuis le début de l'année 2021, certains acteurs sociaux de la ville Carrefour n'hésitent plus à proposer des pistes de solutions allant jusqu'à la castration des auteurs de viol. C'est un grand format signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant régional. Le viol, un nom qui fait désormais partie du vocabulaire des citoyens de la préfecture de Mamou. Du centre-ville aux localités environnantes, la liste des victimes ne cesse d'exploser. Cette question taraude non seulement l'esprit des autorités, des ONG, mais également des parents. Je ne sais pas si les jeunes, c'est par les faits de la drogue, des stupéfiants, ou alors si... En tout cas, c'est devenu une maladie chez nous là. Il y a tellement de cas de viol. Vous voyez, on a arrêté, à moins de quelques temps, on a arrêté plus d'une quarantaine de cas de viol. Ce phénomène aujourd'hui, ici, à Mamou, ça a une ampleur vraiment extraordinaire. Parce que des fois même, on dirait que ceux qui le font, ils le font sciemment.
s'ils entendent que tel a violé, il a été arrêté, il a été envoyé, il a jugé et il est emprisonné. Mais malgré tout ça, les gens continuent à le faire. Et souvent, les cibles des violeurs sont des enfants dont l'âge varie entre 2 et 12 ans. Les motivations d'un tel acte échappent à la compréhension de tout ça. On se pose cette question, pourquoi, c'est-à-dire ceux-là qui font ça, ils le font, pourquoi? Ils ont quel intérêt dedans? Mais on s'est assis tout dernièrement, autour d'une table, chacun a donné une réflexion autour de ça. D'aucuns disent que est-ce que c'est pas, c'est-à-dire les Karamoko ou quoi là, bon, je sais pas quoi, qui leur dit bon, il faut envoyer, c'est-à-dire une quantité de sang de telle personne ou bien c'est-à-dire une enfant, ainsi de suite. Avec ça, on peut te rendre riche ou quoi, ou bien tu peux voyager, ainsi de suite. Vous voyez, on a pris cela sur un angle purement rituel. Vous voyez. Et il y a d'autres aussi qui le font par vraiment par cupidité, parce que leur désir sexuel, c'est-à-dire, ça n'a pas de limite. Si ce phénomène persiste toujours, pour beaucoup, c'est parce que les parents ont signé leur démission face au rôle qui est le sien, l'éducation familiale. Il y a beaucoup de parents qui ne communiquent pas avec leurs enfants, qui ne suivent pas les activités de leurs enfants. Nous ne leur demandons pas de venir s'incruster dans la vie de sa fille, mais au moins quelquefois d'avoir un peu du temps, essayer de parler de certaines choses, des choses que le parent a vécues, essayer de l'expliquer, parce que directement, quand la fille va commencer à faire certains trucs, ça va lui revenir en tête. Oh, ma maman, mon papa m'avait dit telle chose, telle chose, telle chose. Cette remarque assez pertinente de cette défenseuse de la cause féminine, Madame Abibatou Koundounou, mère de famille, la comprend et l'accepte sans embâche. C'est pourquoi elle exhorte ses semblables à plus de vigilance sur leurs filles. Quand tu vis de certaines choses, par exemple, de viol qui est vraiment répété, il faut faire tout pour veiller sur tes enfants. Il ne faut pas abandonner tes filles, parce que nous vivons dans ça actuellement. Il faut tenir les enfants. Mais il y a de ces parents, ils abandonnent les filles pour aller au marché hebdomadaire ou bien travailler, chercher l'argent. Tu cherches l'argent pour qui? C'est pour ses enfants, l'éducation de ses enfants. Donc il faut veiller beaucoup sur ces enfants-là. Il ne faut pas laisser les filles, les petites filles, à la merci de la nature. Parce que quand tu as l'œil dessus, vraiment il est difficile que quelqu'un vienne te retirer ta fille et aller violer. Dans de nombreux cas, les violeurs sont couverts par la communauté. Une pratique à proscrire selon cette mère de famille parce qu'elle n'aide pas à lutter contre le phénomène. Dire que je vais protéger, c'est le voisin, c'est un parent, il y a ceci et cela. Le parent là n'a pas eu pitié à cette petite fille. Hein? Il a fait son acte là. Vraiment, il ne faut pas le pardonner. C'est le fait qu'on pardonne ces gens ou bien on règle les choses à l'amiable. C'est justement ça qui fait parfois que les gens répètent. Parce que s'il y a des exemples, vraiment ils vont se servir de ça pour arrêter. Mais est-ce que le mode vestimentaire de certaines jeunes filles ne motiverait pas l'attitude de certains violeurs? Attendez, il y a le mode vestimentaire des jeunes filles. Mais une fille de 2 ans, de 3 ans, de 8 ans, parce que ça là, j'ai vu ça. Ici, j'ai vécu à Tiangol. Une fille de 8 ans, c'est pas parce qu'elle s'est mal habillée. Peut-être, on ne peut pas nier, il y a le mode vestimentaire. Mais on ne sait pas si c'est une maladie. Et puis, tu vois des religieux même qui violent des enfants. Ça nous inquiète beaucoup. Vraiment, il faut des recherches pour pouvoir comprendre la cause. La directrice préfectorale de l'action sociale partage amplement cet avis et opte pour une solution assez radicale. Et puis moi je voudrais faire un appel à l'endroit même du gouvernement de faire vraiment, de voter une loi
vraiment sanctionnant sévèrement les violeurs là. Moi, allez jusqu'à castrer les personnes qui violent. Parce que quand on castre 1, 2, 3 personnes, je crois que ça va cesser. Malgré les dures sanctions infligées aux différents coupables de viol, le phénomène persiste dans la région. Le dernier cas en date est celui de l'interpellation d'un sexagénaire accusé de viol sur 2 petites filles, âgées respectivement de 9 et de 11 ans. Un grand format signé Alpha Mamoudou Barry. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Mohamed Valek Touré et l'ensemble de la rédaction. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibi, Aboubakar Fotessouma, Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.